Pourquoi certaines personnes nous traversent-elles sans laisser de traces, tandis que d'autres bouleversent notre monde intérieur en quelques instants? Pourquoi certaines rencontres semblent anodines, alors que d'autres nous transforment profondément, comme si elles réveillaient en nous quelque chose d'ancien, de silencieux, de sacré? Dans la psychologie profonde, notamment chez Carl Jung, on considère que rien n'est véritablement hasard. Les relations humaines ne seraient-elles pas de simples croisements sociaux, mais des événements psychiques, des mises en scène symboliques orchestrées par l'inconscient pour favoriser notre évolution intérieure? Chaque personne qui nous touche intensément vient réveiller une partie de nous-mêmes. Un souvenir enfoui, une blessure non guérie, un potentiel inexprimé, un désir étouffé, ou un aspect de notre identité encore inexploré. Ainsi, tomber amoureux ne serait pas seulement être attiré par l'autre, mais reconnaître inconsciemment quelque chose de profondément familier. Quelque chose que nous portions déjà en nous, mais que nous n'avions pas encore osé regarder. Dans cette perspective, les grandes histoires d'amour ne sont pas là pour nous rendre heureux, mais pour nous rendre conscients. Conscients de nos manques, de nos peurs, de nos illusions, de nos ombres, mais aussi de nos forces cachées et de nos aspirations les plus profondes. Car chaque rencontre marquante agit comme un miroir. Elle reflète nos blessures, nos désirs, nos contradictions, et parfois même notre destinée intérieure. Ce que nous appelons amour serait alors le langage symbolique de l'âme pour nous guider vers une version plus complète de nous-mêmes. Et si certaines personnes nous bouleversent autant, ce n'est pas parce qu'elles sont extraordinaires, mais parce qu'elles activent en nous un processus de transformation qui dépasse largement la relation elle-même. Aujourd'hui, nous allons explorer les mécanismes profonds qui expliquent pourquoi certaines personnes deviennent si puissamment attirantes, si intensément marquantes, et parfois même inoubliables. Non pas pour mieux séduire, mais pour mieux se comprendre. Et c'est précisément dans ce jeu de reflets silencieux que commence la première illusion de l'amour, celle où l'autre devient le miroir vivant de nos parts manquantes. Il arrive qu'une personne nous attire avec une intensité presque irréelle, sans que nous sachions vraiment pourquoi. Rien de spectaculaire, rien de remarquable aux yeux du monde. Et pourtant, quelque chose en nous s'incline devant sa présence, comme si une force silencieuse nous tirait vers elle. Notre regard la cherche, notre pensée y revient, notre cœur se trouble sans raison apparente. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une décision, c'est un mouvement intérieur qui échappe à la logique. Dans ces instants, nous croyons voir l'autre, mais en réalité, nous voyons une image née dans nos profondeurs. Une forme façonnée par nos désirs secrets, nos manques anciens, nos blessures muettes. Ce que nous aimons ne se tient pas devant nous. Cela se tient en nous. L'inconscient, dans sa sagesse obscure, cherche sans cesse à restaurer une unité perdue. Dès l'enfance, certaines parts de notre être sont mises de côté. Trop sensibles, trop spontanées, trop rêveuses, trop colériques, trop libres. Le monde nous apprend à taire certaines expressions pour être acceptés, aimés, reconnus. Peu à peu, nous façonnons un personnage social, une identité présentable, tandis que d'autres dimensions de nous-mêmes glissent dans l'ombre. Mais rien ne disparaît vraiment. Ce qui est refoulé continue d'exister dans les couches profondes de la psyché, attendant le moment propice pour ressurgir. Et parfois, ce moment prend le visage d'un autre être humain. Ainsi, une personne réservée peut ressentir une fascination incontrôlable pour quelqu'un de flamboyant. Un esprit discipliné peut être irrésistiblement attiré par une nature indomptable. Une âme blessée peut tomber sous le charme d'une douceur qu'elle ne s'est jamais autorisée à incarner. Ce n'est pas l'autre qui séduit, mais la promesse silencieuse d'une réconciliation intérieure. L'autre devient alors un miroir vivant. Un miroir étrange
car il ne reflète pas ce que nous sommes, mais ce que nous avons cessé d'être. À travers lui, l'inconscient murmure « Voilà ce que tu as oublié. Voilà ce que tu as abandonné pour survivre. Voilà ce qui attend d'être réintégré. » Dans cette dynamique, l'amour naît souvent d'une illusion nécessaire. Nous idéalisons, nous magnifions, nous enveloppons l'autre d'une lumière presque sacrée. Chaque geste devient porteur de sens. Chaque parole semble chargée d'une profondeur mystérieuse. Mais ce que nous contemplons n'est pas l'autre tel qu'il est réellement. C'est la projection de nos paysages intérieurs. Nous ne voyons pas ses failles, nous ne percevons pas ses contradictions, nous ne reconnaissons pas ses zones d'ombre. Nous ne regardons pas une personne, nous regardons un symbole. Et ce symbole incarne ce que notre âme réclame en silence. Mais toute projection porte en elle une fragilité profonde. Car tôt ou tard, la réalité perce le voile. L'autre montre ses limites, ses peurs, ses incohérences, sa complexité humaine. L'image idéalisée commence à se fissurer, et avec elle, le sentiment d'évidence se trouble. Ce moment est souvent vécu comme une trahison. On se dit que l'autre a changé, qu'il n'est plus celui ou celle que nous avons connu. Mais en vérité, il n'a jamais été ce que nous pensions voir. Ce qui se défait alors, ce n'est pas l'amour réel, mais l'illusion projetée. La douleur qui accompagne cette désillusion n'est pas seulement la perte de l'autre. C'est aussi la perte d'un rêve intérieur, la perte de cette part de nous-mêmes que nous avions cru retrouver à travers lui. Car à travers l'autre, nous avions entrevu la possibilité d'être plus vaste, plus vivant, plus entier. Et lorsque cette image s'effondre, c'est comme si une porte intérieure se refermait brutalement. Nous ressentons un vide étrange, disproportionné par rapport à la relation elle-même. Un manque diffus, difficile à nommer, qui ne concerne pas tant la personne que la sensation d'unité fugitive qu'elle nous avait offerte. Ce type de rencontre agit comme un rappel silencieux de ce que nous avons fragmenté pour nous adapter, de ce que nous avons sacrifié pour appartenir. Et tant que ces fragments demeurent inconscients, ils chercheront à se manifester dans nos relations sous la forme de ces attirances inexplicables, de ces passions soudaines, de ces élans irrésistibles vers des visages qui semblent porter une clé invisible. Mais parfois, l'attirance dépasse la simple projection intérieure et touche quelque chose de plus ancien, de plus profond, comme si une mémoire enfouie venait soudain de se réveiller. Parfois, la rencontre ne laisse aucune place au doute. Elle s'impose. Elle surgit comme un éclair dans la nuit intérieure. Un regard se pose, une voix traverse l'air, un geste presque insignifiant se déploie. Et quelque chose, très profondément, se met en mouvement. Le monde extérieur disparaît un instant. Le temps ralentit. Une étrange sensation de reconnaissance s'installe, comme si deux êtres qui ne se sont jamais rencontrés se souvenaient soudain l'un de l'autre. Ce sentiment n'appartient pas au présent. Il ne naît pas de la logique, ni même de l'histoire personnelle consciente. Il émane d'une mémoire plus ancienne, enfouie sous les couches du vécu individuel. Une mémoire archaïque, collective, qui ne s'exprime pas par des mots, mais par des symboles. Dans les profondeurs de l'inconscient vivent des images primordiales, des formes universelles qui précèdent nos expériences personnelles et structurent silencieusement notre manière d'aimer, de désirer, de rêver. Ces archétypes ne sont pas de simples concepts abstraits. Ils sont des forces vivantes, des matrices invisibles qui orientent nos élans affectifs et façonnent nos attachements les plus puissants. Chaque être humain porte en lui une constellation d'images intérieures, forgées par l'enfance, la culture, les récits fondateurs, les mythes, les symboles religieux, les contes, les rêves, mais aussi par des traces bien plus anciennes encore, héritées d'une mémoire collective qui traverse les siècles. Ces images ne sont pas figées. Elles vibrent, se transforment, attendent d'être activées.
Et parfois, une personne surgit dans notre vie et correspond presque parfaitement à l'une de ces figures intérieures. Elle n'a rien fait pour cela. Elle ne cherche pas à séduire, à incarner, à jouer un rôle. Elle est simplement là. Et pourtant, sa présence déclenche une résonance profonde, comme si elle venait toucher une corde invisible tendue depuis toujours dans notre psyché. À cet instant, nous ne tombons plus amoureux d'un individu réel. Nous tombons amoureux d'un symbole incarné, d'une image ancienne qui s'anime sous nos yeux. C'est pourquoi certaines rencontres semblent dépasser toute rationalité. Pourquoi l'on peut se sentir lié à quelqu'un après quelques heures, parfois quelques minutes. Pourquoi certaines relations prennent immédiatement une dimension sacrée, chargée d'intensité, de mystère et de profondeur. L'autre devient alors le porteur d'un mythe intérieur, l'incarnation fugace d'une figure que notre âme reconnaît sans savoir la nommer. De cette activation naissent les passions les plus brûlantes, les élans irrépressibles, les amours que l'on croit écrites par le destin. Tout semble évident, fluide, magnétique. Chaque échange résonne comme une évidence. Chaque silence semble habité d'une présence signifiante. On parle d'âme sœur, de liens karmiques, de rencontres cosmiques. Mais derrière ces mots se cache un processus psychique d'une puissance vertigineuse. L'archétype éveillé agit comme une porte ouverte sur une dimension plus vaste de soi-même. Il réveille des potentialités oubliées, des qualités inexprimées, des forces latentes. Au contact de l'autre, nous nous sentons soudain plus vivants, plus entiers, plus proches de ce que nous pressentions être notre véritable nature. Mais cette intensité n'a pas vocation à durer éternellement sous sa forme initiale. Elle est un seuil, non une demeure. Le feu sacré qui embrase l'âme n'est pas destiné à consumer l'autre, mais à illuminer notre propre paysage intérieur. Car l'âme ne cherche pas à posséder, elle cherche à intégrer. Ce que nous croyons désirer chez l'autre est en réalité ce qui cherche à naître en nous. La tendresse, la force, la créativité, la liberté, la profondeur, la clarté, toutes ces qualités projetées appellent à être reconnues, acceptées, incarnées intérieurement. L'autre n'est qu'un révélateur temporaire, un catalyseur de transformation. Lorsque cette vérité demeure inconsciente, la relation peut devenir prisonnière de l'idéalisation. L'autre est alors placé sur un piédestal, chargé de porter le poids d'une image impossible. Et lorsque la réalité humaine réapparaît, avec ses fragilités, ses contradictions et ses limites, la chute est brutale. Mais lorsque cette dynamique est reconnue, la rencontre devient une initiation, un passage, une étape sur le chemin de l'unification intérieure. L'autre cesse d'être une fin en soi pour devenir un miroir symbolique, un guide silencieux vers des territoires encore inexplorés de notre propre être. Pourtant, toutes les rencontres ne cherchent pas à nous rassurer. Certaines viennent déranger notre ordre intérieur et nous confronter à ce que nous avons le plus longtemps fui. Il existe des amours qui apaisent, qui enveloppent, qui rassurent. Et il existe d'autres rencontres, bien plus rares, qui dérangent l'âme comme une tempête intérieure. Des présences qui ne caressent pas, mais secouent, qui ne consolent pas, mais fissurent. Des liens qui ne cherchent pas l'harmonie, mais la vérité. Ces amours-là ne se vivent pas dans la douceur. Ils surgissent comme une faille dans la continuité de notre identité. Ils provoquent une tension étrange, presque insupportable, une attraction mêlée de peur, un désir traversé de résistance, une envie irrépressible de s'approcher, suivie d'un besoin brutal de s'éloigner. Face à ces présences, l'ego ne trouve aucun refuge. Les masques tombent, les certitudes se fragilisent, le contrôle se dissout. Et ce qui émerge alors n'est pas ce que nous montrons au monde, mais ce que nous avons passé notre vie à dissimuler. Car ces rencontres éveillent l'ombre. L'ombre est cette zone intérieure où se rassemblent toutes les parts de nous que nous avons jugées inacceptables, dangereuses, honteuses
ou indésirable. Pulsion réprimée, colère étouffée, désir censuré. Mais aussi élan de puissance, instinct de liberté, aspiration profonde, force vitale que nous n'avons jamais osé incarner. Dès l'enfance, nous apprenons ce qu'il est permis de montrer et ce qu'il faut cacher. Nous adaptons notre comportement pour être aimés, reconnus, intégrés. Peu à peu, une part de notre vitalité est enfermée derrière des murs invisibles. Nous devenons sages, raisonnables, maîtrisés. Mais sous cette surface polissée, l'énergie refoulée continue de vibrer. Et parfois, un être apparaît dans notre vie qui incarne précisément ce que nous avons étouffé. Sa liberté nous trouble, son intensité nous déstabilise, son audace nous dérange, sa vérité nous effraie. Nous le regardons avec fascination et méfiance. Il nous attire autant qu'il nous menace, non parce qu'il est dangereux, mais parce qu'il révèle ce que nous avons fui en nous-mêmes. Dans ces relations, l'autre agit comme un miroir brutal. Il ne reflète pas notre image idéale, mais notre visage caché. Il met en lumière nos zones d'ombre, nos contradictions intérieures, nos pulsions inavouées. Et cette révélation n'est jamais confortable, car l'ombre ne cherche pas la paix, elle cherche l'intégration. Ces amours sont souvent instables, chaotiques, traversés de conflits, de silences lourds, de tensions sourdes. Ils oscillent entre fusion et rejet, entre passion et distance. Chaque rapprochement déclenche une intensité vertigineuse. Chaque éloignement ravive une douleur presque physique. On se sent vivant comme jamais, mais aussi vulnérable comme rarement. Ces liens ne construisent pas un refuge. Ils ouvrent une brèche dans l'image que nous avons de nous-mêmes. Ils nous forcent à regarder ce que nous aurions préféré ignorer. C'est pourquoi tant de personnes fuient ce type de relation. Elles parlent de toxicité, de chaos, de déséquilibre. Et parfois, elles ont raison. Car sans conscience, ces dynamiques peuvent devenir destructrices. Mais lorsque l'ombre est reconnue, lorsque l'on ose observer ce qui se joue à l'intérieur, ces rencontres deviennent des portails de transformation. L'autre ne vient pas nous faire souffrir. Il vient réveiller ce que nous avons anesthésié. Il vient briser l'illusion d'une identité trop étroite. Il vient fissurer les prisons intérieures. Il vient libérer l'énergie enfermée dans le refoulement. Ce processus est violent, car il nous confronte à nos contradictions les plus profondes, à notre besoin de contrôle face à notre désir de liberté, à notre quête de sécurité face à notre soif d'intensité, à notre façade sociale face à notre nature instinctive. Dans ces relations, l'amour cesse d'être un refuge. Il devient un champ de bataille intérieur, non pas contre l'autre, mais contre nos propres résistances. Chaque émotion exacerbée, chaque conflit, chaque malaise devient un message. Un signal envoyé par la psyché pour indiquer qu'une part enfouie réclame d'être reconnue. Ces amours n'ont rien de romantique. Ils sont initiatiques. Ils nous plongent dans des zones que nous n'aurions jamais explorées seuls. Ils nous obligent à rencontrer nos peurs, nos désirs, nos colères, nos fragilités. Ils mettent en lumière ce qui attendait depuis toujours d'être réintégré dans la conscience. Et si ces relations semblent parfois destructrices, c'est parce qu'elles cherchent avant tout à détruire une illusion, celle de l'image idéalisée que nous avons construite de nous-mêmes. Et lorsque ce bouleversement intérieur atteint son point de bascule, la vie elle-même semble orchestrer des rencontres qui marquent le début d'une transformation irréversible. Il existe des instants dans la vie où le silence intérieur devient plus dense que le bruit du monde. Des moments où l'on sent, sans pouvoir l'expliquer, que quelque chose est arrivé au terme de son cycle. Rien n'est encore visible à l'extérieur, mais à l'intérieur, un effondrement discret est déjà en cours. Les anciennes certitudes ne tiennent plus. Les anciens désirs s'éteignent. Les anciens rôles deviennent lourds, presque étrangers.
On continue d'avancer, mais sans conviction, comme si une partie de soi avait déjà quitté la scène. C'est dans ces interstices, ces zones floues entre ce qui n'est plus et ce qui n'est pas encore, que certaines rencontres surgissent. Elles ne viennent pas interrompre le chemin. Elles en révèlent la direction cachée. À cet instant précis, l'âme se trouve à la frontière d'une métamorphose. Un ancien soi est prêt à mourir pour laisser place à une forme plus vaste, plus authentique, plus alignée. Mais ce passage ne peut s'opérer seul. Il a besoin d'un déclencheur, d'un signe, d'une présence capable d'incarner ce mouvement intérieur encore invisible. Alors l'autre apparaît. Ni trop tôt, car l'ancienne structure devait s'user jusqu'à l'épuisement. Ni trop tard, car la conscience était déjà prête à s'ouvrir. Comme si l'univers répondait à une vibration silencieuse émise depuis les profondeurs de l'être. Ces rencontres possèdent une qualité étrange. Elles semblent chargées d'une densité inhabituelle. Chaque échange paraît signifiant. Chaque regard semble porteur d'un message voilé. On a l'impression de participer à une scène écrite ailleurs, dans un espace où le temps n'obéit plus aux mêmes règles. Et pourtant, rien d'extraordinaire ne se produit en apparence. Une conversation banale, un hasard géographique, un croisement inattendu. Mais au fond de l'âme, quelque chose reconnaît la portée de l'instant. Car ces rencontres ne viennent pas combler un vide affectif. Elles viennent accompagner un basculement identitaire. L'autre devient le symbole vivant d'un seuil à franchir, d'une ancienne peau à quitter, d'une renaissance intérieure encore fragile. Dans ces moments, on ne tombe pas amoureux d'une personne. On tombe amoureux d'une possibilité. La possibilité d'être autre. La possibilité d'oser. La possibilité de changer de trajectoire. La possibilité de se réinventer. L'autre devient alors le témoin silencieux d'un mouvement profond. Sa présence agit comme une permission intérieure. Comme si, à travers lui, quelque chose murmurait. Tu peux maintenant devenir ce que tu n'osais pas être. Ces relations possèdent souvent une intensité douce, mais profonde. Elles ne sont pas nécessairement passionnelles, elles sont significatives. Chargées d'un sentiment de justesse, d'alignement, parfois même de soulagement. Comme si une longue errance trouvait enfin un point d'appui. On se sent compris sans avoir besoin d'expliquer. Reconnu sans avoir besoin de se justifier. Accueilli sans avoir besoin de se cacher. Et dans cet espace sécurisé, la transformation peut commencer. Ce n'est pas tant l'autre qui nous change. C'est le processus intérieur qui l'active. Sa présence agit comme un catalyseur silencieux, accélérant une évolution déjà en gestation depuis longtemps. Il devient le symbole d'un passage, non la destination. Car ce type de rencontre n'a pas pour vocation de durer éternellement sous la même forme. Parfois, l'autre n'est présent que pour un fragment de chemin. Un chapitre, une traversée, une initiation. Sa fonction n'est pas d'accompagner toute la route, mais d'ouvrir une porte que nous n'aurions jamais osé pousser seuls. Et une fois cette porte franchie, la relation peut se transformer, s'éloigner, ou même disparaître, laissant derrière elle une empreinte indélébile. Non sous la forme d'un souvenir nostalgique, mais comme une modification irréversible de la trajectoire intérieure. Ces rencontres nous enseignent que certaines présences ne sont pas là pour rester, mais pour réveiller. Elles nous rappellent que le sens d'une relation ne se mesure pas à sa durée, mais à la profondeur du déplacement qu'elle provoque en nous. Car parfois, aimer, ce n'est pas s'attacher, c'est se permettre de devenir. Car une fois que l'âme a reconnu l'appel du changement, plus rien ne peut réellement l'empêcher d'avancer vers sa véritable destinée intérieure. Si certaines personnes nous marquent à vie, ce n'est pas parce qu'elles nous appartiennent, mais parce qu'elles nous réveillent. Elles traversent notre existence comme des messagers silencieux, porteurs d'une vérité que nous n'étions pas encore prêts à entendre. Elles nous montrent ce que nous fuyions,
ce que nous retenions, ce que nous cachions, et parfois même ce que nous étions destinés à devenir. Ces rencontres nous apprennent que l'amour n'est pas toujours un refuge, mais souvent un passage vers plus de conscience, vers plus d'authenticité, vers plus de profondeur. Elle nous oblige à regarder nos peurs, à questionner nos schémas, à dépasser nos limites intérieures. Et même lorsque ces relations se terminent, leur empreinte demeure. Car ce qu'elles ont éveillé en nous ne peut plus être refermé. Une fois la conscience élargie, on ne peut plus revenir en arrière. C'est pourquoi certaines séparations ne détruisent pas. Elles transforment. Elles ferment une porte extérieure, mais ouvrent un espace intérieur. Elles mettent fin à une histoire, mais donnent naissance à une conscience nouvelle. Alors, si une rencontre t'a bouleversé, ne la considère pas comme une erreur. Considère-la comme un enseignement. Demande-toi non pas pourquoi elle est arrivée, mais ce qu'elle est venue réveiller en toi. Car au fond, les plus belles relations ne sont pas celles qui durent toujours, mais celles qui nous transforment pour toujours. Et peut-être que le véritable amour n'est pas celui qui nous attache à quelqu'un, mais celui qui nous libère de ce que nous n'étions plus.